Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film, cette fois-ci de Jordan Peele. Donc, Jordan Peele avait fait beaucoup de films, vraiment, mais beaucoup de films géniaux. Il avait fait, dans l'ordre, il avait fait Get Out, qui était sorti en 2017. En 2017, il avait fait Get Out, qui était sorti et qui était vraiment bien. C'était une genre de satire humoristique horreur. C'était une genre de satire humoristique horreur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils l'ont classé satire humoristique, parce que pour moi, personnellement, il fait plus peur qu'autre chose. Donc, il avait fait Get Out. Il a aussi fait en 2019, il a fait le film Us. Et en 2022, il a fait le film Nope. Et donc, Jordan Peele, c'est vraiment un producteur qui a fait beaucoup de films. Il a aussi aidé à produire le film Antebellum. Il a aidé à produire le film Antebellum parce que c'est par les producteurs et le réalisateur de Get Out et Us. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que je re-regarde Antebellum parce que ça fait depuis longtemps. Donc c'est un réalisateur qui a fait quand même pas mal de films et comme M. Night Shyamalan, il a son univers à lui. Moi, ce que j'aime bien avec Jordan Peele, et je vais l'expliquer, ce que j'aime bien avec lui, c'est que derrière ses films, il y a toujours une part de psychologie. Derrière ces films, il y a toujours une part de psychologie, il y a toujours quelque chose de psychanalyste, il y a toujours quelque chose à analyser derrière ces films. Derrière ces films, il y a toujours quelque chose à analyser, il y a toujours quelque chose de psychologique, quelque chose qui va faire appel à tous tes sens en fait. Derrière ces films, il y a toujours quelque chose qui va faire appel à tous les sens, comme, enfin peut-être pas le toucher, mais on voit ce que je veux dire, qui fait appel à tous nos sens, qui va vraiment nous pousser à aller voir plus loin que le film, plus loin que la fin du film. En fait, c'est ça que j'aime bien avec Jordan Peele, c'est que quand l'un de ses films est fini, je vais prendre Us, je vais prendre Us comme exemple. Quand Us est fini, même s'il est fini, comme tu as regardé l'histoire, l'histoire était tellement compliquée que tu es poussé à encore réfléchir après. Et c'est ça que j'aime bien. C'est aussi avec Get Out, comme l'histoire est un peu compliquée et revendique quelque chose, donc parle de quelque chose d'important, eh bien, une fois que le film est fini, même s'il est fini, t'es encore poussé à réfléchir sur le film. Donc, même après la fin du film, ton cerveau tourne encore en fait. Et c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien avec Jordan Peele. Et Jordan Peele a été le réalisateur ou le producteur. Euh, c'est un film, en fait, on va parler de Candyman. On va parler de Candyman qui est d'ailleurs le dernier chapitre. C'est même pas une suite, non, pas une suite. C'est même pas une suite, un préquel ou alors, enfin un préquel, je crois pas qu'ils auraient réussi à faire ça. Enfin, on sait jamais, mais je crois pas qu'ils auraient réussi à faire un préquel. Mais c'est pas un préquel euh, et c'est pas un remake. Moi, au début, je pensais que Candyman, quand il allait sortir, était un remake en fait de tous les autres Candyman. Parce que Candyman est une suite de films. D'ailleurs, j'ai le tout premier. J'ai le tout premier avec moi. J'ai le tout premier Candyman avec moi et en fait, Candyman, c'est une suite de films qui parle de cet homme Candyman qui, euh, qui je vais vous expliquer ce qu'il a.
Je vais vous expliquer ce qu'il a, juste une minute. Donc, voilà. L'histoire de Candyman, en fait, est une légende. C'est une légende qui existe vraiment. C'est comme... L'histoire de Candyman, c'est une légende qui existe vraiment. C'est comme la légende de... C'est comme la légende de Bloody Mary, ou alors c'est comme la légende de la Dame Blanche. C'est une légende urbaine. Candyman est une légende urbaine, c'est comme Bloody Mary ou la Dame Blanche, ça existe vraiment. En fait, cette légende raconte l'histoire d'un homme qui autrefois était gentil et offrait des bonbons aux enfants. Et autrefois, c'était un homme gentil qui vivait dans les quartiers pauvres et qui offrait des bonbons aux enfants et qui était en fait peintre pour la royauté blanche. Donc c'était un homme de couleur, un homme de couleur noire qui était autrefois peintre pour la royauté blanche et il a un jour eu une relation avec l'une des filles de la royauté blanche et s'est retrouvé condamné à mort par le roi. Et le roi a donc appelé les villageois de son village. Le roi a appelé les villageois de son village et a demandé aux villageois de faire preuve d'imagination pour sa sentence. Pour sa sentence, il a demandé aux villageois de faire preuve d'imagination et alors les villageois l'ont brûlé. Ils l'ont brûlé lors du feu de joie, le feu annuel. Lors du feu annuel, pendant le feu de joie, ils l'ont brûlé. Ils ont traîné son cadavre dans le feu et ont déposé Candyman dans le feu. Et comme si ce n'était pas assez pour souffrir, ils ont déposé un essaim d'abeilles à l'intérieur de sa poitrine. Donc ils ont ouvert sa poitrine et ils y ont déposé un essaim d'abeilles et ils lui ont coupé la main et ils ont coupé sa main et ils y ont mis un crochet. Donc depuis, Candyman est un, est un étrange homme avec un essaim d'abeilles dans la poitrine et un crochet à la main qui, terrorise les gens. Et apparemment, la légende, comme Bloody Mary, hein, je vous l'ai dit, comme Bloody Mary, c'est une légende, et la légende dit que comme Bloody Mary est la Dame Blanche, si on dit son nom 5 fois en se regardant dans le miroir, Candyman apparaît derrière nous. L'histoire de Candyman est l'histoire d'un peintre. L'histoire de Candyman est l'histoire d'un peintre qui va soudainement commencer à s'intéresser, pardon. Donc c'est l'histoire d'un peintre qui va soudainement commencer à s'intéresser au quartier pauvre et à s'intéresser à l'histoire de Candyman quand il en aura entendu parler. Il s'intéressera à cette histoire, à l'histoire de Candyman, et il va essayer de reproduire toute la vie de Candyman dans ses peintures, mais va soudainement et dangereusement mettre sa santé mentale à l'épreuve. Ensuite, il va dangereusement mettre ses proches en danger à cause de sa santé mentale et à cause du fait qu'il s'intéresse à Candyman. Ce qui va déclencher l'arrivée de Candyman. Et donc le film, franchement, est plutôt pas mal, mais j'avoue que c'est pas mon film préféré. Moi, je pensais réellement que c'était... Je pensais réellement que c'était un remake, parce que j'avoue, je suis très remake. J'avoue, je suis très remake, surtout avec les sagas comme je suis très remake, surtout avec les suites de films comme L'Exorciste. Les suites de films comme L'Exorciste, je suis vraiment très remake. J'adore les films d'Exorciste, les remakes de L'Exorciste, j'adore ça. Ou alors les remakes de Amityville. Amityville, ça, j'ai beaucoup de remakes d'Amityville. Et, c'est vraiment une franchise. C'est vraiment une franchise Amityville avec un contexte que j'aime beaucoup. Et Candyman, ça en fait, j'ai découvert ce film. J'ai découvert ce film par total hasard, je dois vous l'avouer. Je dois vous l'avouer, j'ai découvert ce film par total hasard parce que, parce que un jour, j'étais allé m'acheter des films d'horreur
Et un jour, j'étais allé m'acheter des films d'horreur. Et ce que je voulais surtout, c'était des anciens films d'horreur. Je voulais des films d'horreur anciens, comme par exemple Projet Blair Witch, ou alors comme par exemple encore, je prends exemple sur Shining. Je voulais des films d'horreur comme Shining, comme Carrie, comme Cimetière, ou enfin, le genre de film ancien, le genre de film comme ça par exemple, comme It. Donc tout ce qui est It, Carrie, Cimetière, ou alors encore Shining et Projet Blair Witch, tous ces anciens films, eh bien justement, je voulais étendre mes anciens films et pas en avoir seulement uniquement que des nouveaux. Et j'avais trouvé ce coffret avec un film qui s'appelle Inferno, un film qui s'appelle L'Exorciste partie 3. Ça, je le connaissais déjà, L'Exorciste partie 3. C'est celui qui arrive après L'Exorciste d'Emily Rose. Si on réussit à mettre tous les exorcistes dans le bon sens, l'exorciste partie 3, c'est celui qui arrive après l'exorciste d'Emily Rose. Et il y avait aussi Hellraiser et il y a Inferno. Et donc, c'est vraiment 4 films que j'avais découverts. Et le tout premier que j'avais essayé, c'était Candyman. Donc, le tout premier que j'avais essayé, c'était Candyman. Et c'est comme ça que j'ai découvert justement Candyman. Et avant, je ne savais pas du tout que ce film, c'était un ancien film. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 des Candyman. Et il y en a 4. Il y en a 4 parce qu'ils disent que celui-ci, c'est le quatrième volet. Il y en a 4 parce qu'ils disent que celui-ci, c'est le cinquième volet. Euh, et donc, euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce film, surtout la première mise en scène. La, l'introduction, l'introduction du film est vraiment très intéressante. Je sais pas comment ils ont fait ça, je sais vraiment pas. À mon avis, ils ont dû faire ça avec un miroir. Parce que j'arrive pas, moi qui ai pourtant une mémoire visuelle, j'arrive pas à imaginer comment ils ont fait. L'introduction du film, en fait, se passe avec la même musique que Candyman, la bande originale, la musique originale du film. Et donc la musique a été importapée, évidemment. Évidemment, la musique a été importapée, mais le début du film, en fait, euh, toutes les tours, c'est toutes les tours de l'endroit où ça a été tourné. Je sais pas où ça a été tourné. Ça a été tourné dans une ville comme New York. Une ville avec vraiment des hautes tours, genre Seattle, genre Manhattan. Donc, je sais pas où ça a été tourné, mais genre Manhattan, Seattle, New York ou alors Miami. Euh, et, euh, et le début commence sur une introduction où tu as une caméra qui filme, les tours et qui est vraiment comme si elle rentrait. Comment expliquer? Comme si elle rentrait au milieu des espaces qu'il y a entre les tours. Parce qu'on sait que New York, c'est une ville quadrillée. New York, c'est une ville qui est quadrillée, donc il y a des espaces entre les tours. Et il y a avenue 1, avenue 2, avenue 3, avenue 4, et ça jusqu'à beaucoup de numéros. Et c'est vraiment comme si la caméra flottait dans les airs, c'est ça? C'est le mot que je cherchais. C'est comme si la caméra flottait dans les airs et passait tout droit entre les espaces des tours. Sauf que je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais à mon avis, ils ont dû complètement inverser l'objectif de la caméra. À mon avis, ils ont dû complètement inverser l'objectif de la caméra, ils ont dû le mettre complètement à l'envers. Et la caméra avançait et les tours en fait sont toutes à l'envers. Elles sont toutes à l'envers et en fait c'est vraiment une caméra qui avance entre les espaces des tours. Et il y a les noms qui apparaissent avec la bande originale du film. Et je trouve ça super beau. Par contre, il y a un truc que je ne supporte plus, il faut vraiment arrêter avec ça. C'était dans le film d'horreur Freaky. C'était dans le film d'horreur Freaky, mais il faut arrêter avec ça, c'est l'archétype du gay. L'archétype du gay, il faut vraiment arrêter avec ça. Ça devient insupportable.
Ça devient insupportable de mettre l'archétype du gay, celui qui tient ses mains comme ça et qui parle un peu comme une meuf. Ça devient insupportable. Ça devient insupportable de mettre tout le temps l'archétype du gay quand on veut. Si vous voulez faire des personnages qui sont lesbiennes ou alors gays, donc soit qui sont homosexuels, soit qui sont lesbiennes, si vous voulez faire des personnages comme ça, faites-le, mais faites-le bien. Je veux dire, faites-le, mais faites-le bien. Parce que vraiment, ça devient insupportable de mettre des archétypes comme ça qui sont poussés à bout et qui finalement n'ont plus aucun intérêt. Moi personnellement, étant homosexuel, ça m'énerve. Moi personnellement, étant homosexuel, ça m'énerve, mais voilà, je ne dis rien. Mais je trouve ça un peu chiant de pousser les archétypes comme ça à bout et d'en faire des choses ultra superficielles. Euh, Déjà, ça se voit, je suis peintre. Déjà, ça se voit, hein, je suis peintre, hein, j'ai le baiser de Klimt juste à côté de moi. Enfin, juste derrière moi, j'ai le baiser de Klimt. J'ai une petite statue là-bas du baiser de Rodin. Et tout ça, c'est des peintures que j'ai fait moi, donc peintre, je sais ce que c'est. Euh, euh, Vraiment, le film Candyman, je sais pas quoi en penser en fait. Je sais pas quoi en penser parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont perturbé. Le peintre, le peintre, sa santé va très mal. Pendant tout le film, le peintre, sa santé va très mal et il n'y a pas une seule personne de sa famille, même pas, il n'y a pas une seule personne de sa famille, même pas sa compagne, qui a pensé à lui organiser une séance chez le psy, qui a pensé à parler avec lui. Il n'y a personne qui a pensé à étaler les problèmes sur la table, à les trier et à l'aider. Il n'y a personne qui a pensé à ça, déjà de un. Alors tu m'étonnes qu'il ressemble à un artiste. Alors tu m'étonnes que juste après ça, il ressemble à un artiste torturé. Donc ça, déjà, vraiment, je trouve ça débile. Je trouve ça vraiment nul parce qu'il n'y a aucun personnage qui... Enfin, en même temps, c'est un film d'horreur, donc c'est peut-être logique quelque part. Quelque part, c'est peut-être logique parce que c'est un film d'horreur, donc il fallait qu'il y en ait un qui pète un câble et qui soit renié. Euh, mais il n'y a personne qui a pensé à l'aider. Donc tu m'étonnes qu'après, il vire en artiste torturé. Euh, mais vraiment, dans ce film, quand il commence à s'intéresser à l'histoire et que sa santé mentale commence à partir en vrille, personne ne l'a aidé. Tout le monde a commencé tout de suite à le prendre pour un dingue. Tout, tout le monde tout de suite l'a pris pour un dingue, tout le monde tout de suite lui a dit arrête avec Candyman. Et, euh, et c'est ça qui est énervant. Euh, J'aime beaucoup le film, mais il y a un détail qui m'a dérangé particulièrement. C'est que moi j'ai déjà exposé dans des galeries, donc je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Je ne vais pas dire que je sais ce que ressent le personnage du film, parce que le personnage du film est fictif. Le personnage du film est fictif, mais j'ai déjà exposé dans des galeries, j'ai déjà exposé dans des écoles. Dans mon école, j'avais exposé dans la galerie de mon école. Et j'ai déjà exposé, j'ai fait les beaux-arts et j'ai fait une école d'art et j'avais exposé dans leur galerie. J'ai exposé des toiles à moi, donc je sais ce que c'est, je sais comment ça fonctionne. Et généralement, en fait, une galerie d'art, ça fonctionne de manière à ce qu'il y a un galériste. Il y a ce qu'on appelle un galériste, c'est celui qui tient la galerie. Et le galériste, il tient la galerie et il va contacter des artistes qui veulent vendre leurs toiles et qui veulent se faire de l'argent avec leurs toiles. Et ensuite, il va exposer les œuvres, d'abord venir les voir, les critiquer, donner son avis dessus, et s'il les veut ou pas, et s'il les veut ou non. Ensuite, ils vont discuter d'un prix sur la toile, et la toile va être exposée. Et le prix va être divisé genre en 50-50 ou alors 80-30
mais quelque chose comme ça. Et à cause de toutes ces manips, évidemment, à cause de tous ces manips, le galériste est censé être l'ami du... Le galériste, à cause de toutes ces manips à faire avec l'artiste, est censé être l'ami, en tout cas, est censé être assez proche et assez gentil avec l'artiste. Mais là, dans le film, dans le film, le galériste est un vrai connard. Le galériste est un vrai connard avec l'artiste qui donne ses œuvres et c'est limite l'artiste qui doit jouer le rôle du galériste. Le galériste est un vrai connard. Le galériste, tant qu'il a sa galerie, ça va. Mais avec l'artiste, c'est un vrai connard. C'est il est horrible. Et il y a aussi un moment, il y a un passage dans ce film qui se passe dans un lycée où tu vois quelques filles. D'ailleurs, je sais même pas comment, parce que toute l'histoire est censée tourner autour de ce peintre qui vire taré. Toute l'histoire est censée tourner autour de ce peintre qui vire taré. Et je ne comprends pas comment l'histoire de Candyman qui tourne autour de ce peintre qui s'y intéresse a pu atterrir dans un lycée. Comment est-ce que son histoire Candyman sur lequel lui s'intéresse et seul lui y était intéressé pour ses peintures a pu atterrir dans un lycée et comment est-ce que 6 filles ont pu connaître l'histoire de Candyman? Comment est-ce qu'elles ont pu le connaître? Et ça atterrit à un moment dans le film, il y a un passage dans un lycée où tu vois 6 filles, 6 ou 5 filles qui, euh, qui jouent à Candyman devant le miroir, dans les toilettes. Dans les toilettes des filles, elles se mettent tous devant un grand miroir, devant 4 ou 5 éviers qui sont alignés les uns les autres. Et il y a un grand miroir, elles se mettent tous en face et elles parlent de la légende de Candyman. Comment cette légende a pu arriver jusqu'à elle? Je comprends pas. Sinon, le film, franchement, il est génial. Sinon, le film, franchement, il est génial. Je trouve que c'est une bonne suite. Je trouve que c'est une bonne suite pour poursuivre les Candyman. Pour poursuivre la franchise Candyman, c'est une bonne suite. Elle a été bien réalisée. Il y a juste ce passage avec le galériste qui me dérange, parce que moi, je suis un artiste et je sais ce que ça fait. Et comme moi, je suis... Enfin, sans me lancer des fleurs, comme moi, je suis artiste et que j'ai déjà fait de la peinture et que j'ai déjà exposé, je sais ce que ça fait, et donc ça me dérange un peu. Mais il y a ce passage aussi avec le lycée que je trouve abrupt, que je trouve complètement... Pourquoi? Et ce que j'aime bien, c'est que dans celui-ci, pour raconter l'histoire de Candyman, ils reprennent l'histoire des anciens Candyman. Et il y a un passage que je trouve trop stylé. C'est un moment, il veut expliquer à sa mère, il va chez sa mère et il veut lui expliquer, est-ce que tu connais l'histoire de Candyman? Et t'as sa mère qui fait, arrête-toi là. Et j'aime bien parce que l'actrice qui joue la mère le fait trop bien. Et quand il lui dit, maman, est-ce que tu connais l'histoire de Candyman? Elle dit, arrête-toi là. Et elle le fait trop bien. Et je trouve que, je sais pas, cette scène est marrante parce qu'il lui explique, il lui demande des explications sur Candyman et ce qu'elle sait, parce qu'il a été faire un test à l'hôpital pour savoir où est-ce qu'il était né. Et apparemment, sa mère lui a dit qu'il était né dans les quartiers pauvres, mais il est né dans un autre hôpital, il n'est pas né dans les quartiers pauvres. Donc il vient lui demander des explications et il vient lui demander en même temps si elle connaît Candyman et elle dit arrête-toi là. Et elle le fait trop bien et je trouve que cette scène marche absolument bien avec le film et marche absolument bien avec les explications qui suivent où elle lui explique que Candyman, en fait, dans le tout premier Candyman, celui que je vous ai montré au début de la vidéo, dans celui-là, il y a un bébé qui se fait kidnapper et il y a une femme qui avait contacté Candyman, qui avait dit Candyman 5 fois devant son miroir et qui a commencé à le voir, qui a offert le bébé, en tout cas qui a voulu offrir le bébé à Candyman et qui a voulu le tuer. Et l'histoire est re-racontée dans celui-ci pour expliquer la vraie histoire de Candyman. Et c'est re-raconté tellement bien par la mère que son arrête-toi là va tellement bien avec toute l'histoire que tu ressens dans ce geste et dans ce qu'elle dit qu'elle a peur. Et donc voilà. Par contre, la fin est un peu rushée et bâclée. La fin est un peu rushée et bâclée, ça se passe dans une église, donc petit clin d'œil à quelque chose de religieux. Et je vous encourage à aller voir le film.
Candyman. Faut plein de bisous.